Bonjour, vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Ce 11e épisode est un peu particulier. J'ai demandé à 3 designers, managers et directeurs du design de me donner leur avis sur la visibilité du design management. Je suis partie d'un constat. Lorsqu'un directeur marketing ou un directeur financier qui a plusieurs années de carrière dans de grandes entreprises se met à son compte comme consultant, les sollicitations sont nombreuses. On se rend compte que pour les designers managers, ce n'est pas tant le cas. Je leur ai donc demandé leur avis. Pourquoi ces managers qui ont une véritable expertise n'ont pas l'attrait que d'autres professions peuvent avoir une fois installés comme consultants? Je vous ai compilé leurs réponses. Vous retrouverez dans cet épisode Denis Rochefort, designer intégré pendant 25 ans chez Coleman Camping Gaz, Philippe Picot, directeur du design pendant plus de 30 ans dans différentes entreprises comme Philips, Decathlon et Carrefour, et enfin, Philippe Bénard, qui était jusqu'à peu directeur design et innovation footwear du groupe Hammer Sport pour les marques Salomon, Arc'teryx et Wilson. Bonjour Annabelle. C'est une question qui est très intéressante et pertinente. Alors, je pense qu'elle renvoie de toute façon toujours au même souci, je dirais au problème de la légitimité du design et de sa reconnaissance en règle générale. C'est vrai que toutes les sphères du marketing, engineering et toutes ces sphères très bien connues de l'industrie, elles sont rapidement identifiées en fin de compte dans tous les contextes et tous les milieux industriels. Concernant le design, c'est un peu plus complexe parce que, en fait, la sphère du design, elle est identifiée que sur certaines, je dirais, zones de l'industrie et zones de la distribution, etc. Donc, certaines personnes, je dirais, dans le milieu professionnel, ne connaissent pas obligatoirement très bien cette fonction. Alors, je pense que cette question, elle renvoie aussi à sa carrière professionnelle en tant que designer intégré. Et qu'est-ce qu'on a fait en tant que designer intégré? Combien de temps on est resté dans certains postes? Son évolution et son expertise. Je pense qu'il est fondamental de bien comprendre ce qu'on a fait durant l'ensemble de sa carrière et qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer et avec la posture qu'on va pouvoir avoir en tant que consultant. Donc la charnière entre le design intégré et le consultant, elle n'est pas aussi simple que ça. Elle pourrait paraître simple en disant effectivement, j'ai un nom dans la société, dans cette structure, je suis reconnu depuis 10-20 ans, j'ai fait un grand travail, etc. Donc ça va bien se passer quand je vais passer en tant que consultant. Cette reconnaissance, elle va donc me suivre. Eh ben, c'est pas exactement ça. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, le design n'est pas obligatoirement toujours aussi bien reconnu et connu qu'un poste je dirais, de grand marketeur ou direction marketing ou direction engineering ou direction production. Donc, quand on va sortir d'une structure où on était reconnu pour se mettre à son compte en tant que consultant, je dis bien un consultant donc senior, hein, donc sur des postes qui sont du conseil en fin de compte, et pas donc du design, je dirais de dessin de design. Donc, ils vont être plutôt sur des postes et du conseil en stratégie et autres. Donc, on va descendre un petit peu plus bas, à mon avis, que quelqu'un qui sort d'un poste classique. Ça, il faut bien en avoir cette notion-là et pas oublier ça. Alors, c'est peut-être un petit peu dur à entendre, mais moi, c'est l'expérience que j'ai vécue, évidemment, en ayant quitté Coleman, où j'avais donc une très belle reconnaissance. Quand j'ai quitté Coleman, on m'a dit « Ouais, mais avec le réseau que tu as, avec tout ce que tu as fait, tu ne devrais pas avoir de problème. » Bon, je ne peux pas dire que j'ai eu des problèmes, mais ça a été un petit peu plus compliqué, effectivement, que je le pensais. Voilà. Après, il faut savoir ce qu'on va proposer, je dirais, quand on sort en tant que consultant. Là, le deuxième point qui est important, c'est que le conseil, c'est une posture. Être consultant, c'est une posture. Et on n'a pas tout à fait la même posture, évidemment, en tant que consultant et en tant que designer intégré, design manager ou directeur du design. Le consultant, il y a quand même une partie de business, il y a une partie de posture. Il faut très bien identifier ce qu'on va vendre, de la stratégie design, de la stratégie design plus marque, de la stratégie produit. Est-ce qu'on va vendre du conseil pour monter une structure de design dans une société? Donc ça doit être identifié. Il ne suffit pas de dire, voilà, je m'appelle un tel et puis j'ai fait des très belles choses en telle boîte pour que d'un seul coup,
Il y a plein de coups de téléphone en disant ouais, c'est très bien ce que vous avez fait, faites la même chose chez nous. Donc ça marche pas tout à fait comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette question? Quand je parlais de la posture du designer, quand on est intégré, on sait très bien que le designer a une posture quand même en règle générale empathique, même en tant que directeur de design ou directeur manager. On a une posture empathique et on est assez transverse en fin de compte. Et c'est pour ça qu'on arrive à percer, je dirais, en tant que designer intégré, parce qu'on va aller voir un peu tous les services, on va comprendre comment ils fonctionnent, et puis on va synthétiser donc tout ce qui a été fait pour proposer une solution. Cette posture, elle est intrinsèque au designer. On la pratique assez facilement et elle nous permet, si on est un peu, je dirais, un peu doué, à monter en puissance, je dirais, en tant que designer intégré. Quand on est consultant, la notion d'empathie, elle diminue un peu, quoi. On peut être empathique avec celui qui, je dirais, qui vous appelle, qui vous donne une mission, mais être empathique avec le reste de la société ou le reste des équipes qu'on connaît à peine ou qu'on va rencontrer quelquefois, c'est un peu plus compliqué. Donc, de nouveau, se repose la question de la posture et de cet équilibre entre, je dirais, le design, ce qu'on propose, son expertise, et puis quand même, malgré tout, la notion de business. Voilà. Alors, c'est peut-être un petit peu plus facile, effectivement, pour des gens de direction marketing ou production, etc., qui ont naturellement, je dirais, en tant que salarié, une posture peut-être un petit peu moins empathique, hein, c'est comme ça. Hein. Et quand ils sortent, quand ils se mettent à leur compte, c'est peut-être un peu plus facile pour eux de trouver donc le juste équilibre là-dedans, quoi. Voilà tout simplement ce que je pourrais dire sur cette question. Après, il faudrait aller plus loin et puis peut-être creuser un petit peu plus. J'ai pas un recul énorme, bien sûr, mais les quelques aspects d'étonnement, effectivement, moi je me souviens quand j'étais donc en activité dans les grosses entreprises, j'ai changé beaucoup avec mes pairs. D'ailleurs, on avait formé un groupe Code Design avec un nombre de pairs, enfin de professionnels ce qui permet d'échanger sur, on a parlé de ROI, d'outils, etc. Je me souviens aussi que certaines personnes venaient me voir. Je me souviens de Mauro Porcini, quand il a eu le job chez 3M à l'époque, donc il partait aux US, était venu me voir pour échanger sur certains aspects du design. Mais de là à passer le cap de dire je vais commander une prestation à un designer professionnel qui n'est plus dans une entreprise et donc qui va faire payer ses prestations, là c'est une autre démarche. Alors je ne sais pas si il y a des contraintes budgétaires, ce qui peut être le cas dans ce domaine-là. Il peut y avoir aussi des égos qui sont évidemment très forts dans le domaine du design où voilà, c'est moi qui dois avoir toutes les idées et devant mon patron, je peux pas légitimer le fait que cette idée vient de quelqu'un d'autre. Et c'est assez d'ailleurs intéressant parce que j'ai eu un contrat avec une personne, un responsable de design, mais c'est pas lui qui l'a sollicité en fait, c'est son patron qui a dit mais pourquoi tu demandes pas à Philippe Picot de t'aider. Donc en fait voilà, bon, je saurais pas trop dire après. Bon, c'est mon profil à moi qui correspond peut-être pas non plus, ou ma personnalité qui n'est pas forcément celle que les gens ont envie d'avoir avec eux. Donc j'ai quelques approches, mais ce sont toujours des approches assez timides malgré tout. Plutôt qu'un travail d'échange et de partage, c'est souvent des demandes d'outils ou donc beaucoup moins intéressant évidemment si on me demande effectivement si on reprend le ROI, voilà, quels sont tes outils, tes méthodes en ROI.
À ce moment-là, c'est une autre approche. Mais c'est pas l'approche que les autres disciplines ont dans ce domaine quand ils font appel à des grands cabinets de consulting pour les aider à développer leur stratégie ou à étudier une problématique. Effectivement, c'est pas leur approche, c'est pas de demander des outils, c'est vraiment de demander un accompagnement. Voilà. On voit que là, c'est plus compliqué, quoi. Servir aussi de sounding board, c'est-à-dire d'avoir ses propres idées et de les exprimer pour les évaluer, quoi. Donc ça c'est quand même extrêmement important. Quand on est responsable du design, on a besoin d'avoir un feedback d'autres professionnels parce que finalement on n'a pas de feedback en interne parce que notre patron généralement ne connaît rien en design, donc il va pas pouvoir vous aider beaucoup. Puis vos collaborateurs, bien sûr, ce sera un travail d'équipe, mais c'est pas la même chose, surtout sur certaines décisions. Moi, je pense que c'est assez lié à la France. Quand j'étais chez Texas Instruments, par exemple, le patron du design de l'époque, je me souviens, avait fait appel à l'ancien patron du design de Texas Instruments, qui s'appelait Bob Blake. Voilà, donc il y avait cet intérêt d'avoir un feedback et un accompagnement de gens de ce métier-là. Mais en France, c'est moins peut-être dans les gènes. Je suis loin d'avoir la réponse. Je pense que c'est une très bonne question. Et je sais pas si quelqu'un a la réponse, mais je pense qu'il faut peut-être partir aussi du point de vue des entreprises et se poser la question de qu'est-ce qu'il y a dans l'offre des consultants dont tu fais mention. Est-ce qu'ils offrent la même chose que ce qu'ils faisaient en interne, ou est-ce que ils offrent quelque chose que l'interne n'a pas, mais a besoin. Donc je pense que les raisons sont multiples. On se heurte déjà au problème et à la question de l'offre et de la demande, plutôt du besoin, mais de chacune des parties. Le consultant, qu'est-ce qu'il cherche à apporter à l'entreprise? Et l'entreprise, quel est son réel besoin? Et aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit encore bien compris d'une part ou de l'autre. Et si un consultant se met sur le même créneau que les équipes internes, je pense qu'il va courir avec des valises. Parce qu'il pourra difficilement être au cœur des convergences, des contradictions internes et des non-dits pour pouvoir comprendre les réels besoins qui sont au-delà des demandes, en fait. Ensuite, je pense qu'un consultant, malheureusement, il bénéficie pas vraiment de la puissance que l'intelligence collective peut apporter. En interne, bien animé, l'intelligence collective est d'une puissance incroyable. C'est un peu comme un banc de poissons. C'est incroyable ce qu'un banc de poissons peut faire sans se parler. D'ailleurs, de MIT étudie justement cette question-là de qu'est-ce qui fait l'intelligence collective d'un banc de poissons. Ou si vous voyez par exemple, je prends une autre analogie, mais un peloton de cyclistes, il est bien plus fort et plus intelligent qu'un cycliste tout seul, que l'échappé qui part devant, ou de celui qui reste derrière et puis qui essaye d'être porté par le groupe. Il y a une intelligence collective dans le peloton qui fait que c'est ce qu'il y a de plus rapide. Et ça, c'est le peloton. Donc tu penses que finalement, celui qui était intégré et qui devient consultant, il perd cette force-là de l'intelligence collective? Ouais, l'image que j'en ai, c'est, vous prenez un peloton de cyclistes, et il y a un élément qui se met sur le côté. Il prend tout le vent dans la face, il est plus en train de prendre son rôle, utiliser le rôle d'un autre, etc., etc. Et malheureusement, il se fait dépasser. Il finit derrière. Et il se passe des choses, des communications dans un peloton, ou dans, je sais pas moi, un vol d'oiseau, ou dans une équipe bien managée en interne, qui est incroyable en puissance. La complémentarité des gens et les intelligences qui peuvent s'entraider, c'est incroyable par rapport à être seul.
Et donc, moi, j'en ai même souffert en étant seul, hein, dans le cadre de mon bureau design que j'avais avant, où j'étais seul, où on était deux. C'est pas la même chose que d'être dans le collectif. Hein. Donc finalement, on aurait presque intérêt à recréer un collectif pour retravailler en collectif pour proposer une solution. Pour autant que le collectif, pour autant que chaque individu donne plus au collectif qu'il ne veut en retirer pour lui-même. Je pense qu'un écosystème est puissant et se développe quand chaque élément donne au moins autant ou plus qu'il ne cherche à retirer. Sinon, ça donne un écosystème qui a des parasites qui prennent et qui ne donnent pas. Et tout l'écosystème meurt. Donc, j'ai vu ça dans quelques associations, que ce soit d'entreprises, de PME, collectifs, où j'ai pas franchement senti les individus donner plus que ce qu'ils souhaitaient en recevoir. Et je pense que ce point de bascule fait la réussite ou la non-réussite du collectif. Et puis, le dernier point, je pense aussi que le design est tout de même un métier qui prouve son efficacité et son retour sur investissement dans l'action et le résultat sur le moyen long terme. Et qu'il est beaucoup plus difficile pour un extérieur de se substituer à cette action en interne ou d'accompagner l'action et le résultat en interne. Vu qu'il est en externe, il n'est pas suffisamment là pour pouvoir transformer. Imaginez aussi la problématique d'un dirigeant où le consultant arrive avec un travail excellent, une plateforme, des guides de design, des recommandations. On met ça dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas comment faire transformer. Le résultat, il peut être catastrophique. Et comme le consultant ne payera pas les pots cassés, il aura un devoir de moyens, pas un devoir de résultat. Le dirigeant peut être réticent à mettre des billes sur ses recommandations. Ça peut être une des raisons. Voilà. Mais je pense qu'elles sont multiples. Puis il y a aussi le fait que c'est quand même un métier qui est assez jeune encore. Il a été récemment intégré dans les entreprises. Et pas dans toutes. Alors, déjà, il n'a pas été complètement pénétré dans les entreprises, mais alors on est déjà en train de l'externaliser à nouveau. Ça peut créer aussi une défiance par rapport à ce métier qu'on ne connaît pas bien, je pense.